Nouveau rendez-vous de Surface de vérité sur la chaîne Code No Défi. On aura tout dit de lui, racialiste intégral, afrocentriste radical, panafricaniste. En tout cas, c'est un jeune Africain né en France et devenu depuis quelques années une figure médiatique du panafricanisme en Afrique francophone. Le président de l'ONG Urgence panafricaniste est à Ouagadougou dans le cadre d'un nouveau concept qu'il a initié, les tribunaux populaires civils. C'est Kémy Séba qui est dans le fauteuil blanc ce soir. Bonsoir. Bonsoir mon très cher frère. Merci de répondre à notre invitation. Le plaisir est pour moi. Alors parlons déjà du concept. Pour vous, le panafricanisme, c'est quoi ? Comme nous l'avons dit, on ne réinvente rien, on ne fait qu'être dans une continuité. C'est l'élan de solidarité des populations africaines permettant de transcender les barrières qui nous ont été imposées lors de la conférence de Berlin en 1884 et 1885, qui ont créé une balkanisation de notre continent, d'accord, et faire en sorte de pouvoir, à partir de ce bloc, participer au concert des nations et exister dans ce concert des nations. On remarque une chose dans ce monde, on écoute les civilisations ou les nations à partir du moment où elles pèsent, où elles représentent un bloc civilisationnel important. Les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas un État, c'est une addition d'États qui existent et qui permettent de pouvoir faire entendre leur voix. Quand vous voyez l'Union européenne, même si je ne prends en aucun cas l'exemple de l'Union européenne telle que dirigée par l'oligarchie financière, qui d'ailleurs trouve des tas de problèmes face au peuple qui se révolte face à la configuration telle qu'elle est installée, mais à la base, l'idée de la solidarité des peuples, c'est quelque chose qui est universel. La Chine dont on parle, c'est une addition de provinces en réalité qui, dès lors qu'elles se sont réunies, ont pu faire entendre leur voix au concert des nations. La Russie dont on parle essaie elle-même de reconfigurer l'Union soviétique telle qu'elle a été effectuée, parce qu'elle aussi, nous, c'était le mur de Berlin qui s'est effondré et du moins qui a divisé, ça a été la conférence de Berlin, excusez-moi, qui a divisé le continent africain. Eux, c'est le mur de Berlin qui a contribué à la balkanisation de leur système en tant que tel. Mais tous ces systèmes, toutes ces nations veulent exister tels des blocs parce qu'elles savent que c'est lorsque les doigts se réunissent et forment un point qu'elles peuvent taper sur la table dans ce concert des nations. Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Lumumba, y a-t-il encore des panafricanistes aujourd'hui selon vous ? Nous sommes sur le terrain et je pense que la jeunesse africaine est extrêmement panafricaniste et c'est une des raisons qui fait aujourd'hui que nos voix sont entendues. C'est parce que nous répondons à une demande, que nos parcours sont la réponse à une demande et que cet esprit de retour à soi et de souveraineté du peuple, cette démarche de souveraineté populaire de manière générale, ce n'est pas une réalité uniquement africaine, c'est une réalité universelle. Partout dans le monde, les peuples veulent se faire entendre et veulent qu'il y ait un retour à l'identité, un retour à la souveraineté, un retour à l'autodétermination. Le panafricanisme est la réponse africaine à cette question, tout comme le bolivarisme est la réponse en Amérique du Sud à cette question, même si le bolivarisme comprend aujourd'hui des tas d'obstacles face au dollarisme qu'est l'impérialisme américain. Et de la même façon, il y a du côté de la Russie le racisme ou le néo-racisme de mon ami, le philosophe Alexandre Douguine, qui répond aussi à cette problématique de cette volonté de pouvoir reconstituer des blocs structurels et politiques dans ce monde. Alors, c'est vrai que votre engagement, votre position idéologique fait qu'on s'interroge. Kémy Séba, racialiste ou panafricaniste ? Non, je pense que les médias occidentaux font volontairement, sont dans une démarche en tout cas de tout faire pour jeter l'opprobre et tenter de diaboliser pour créer des troubles et des questionnements au sein des masses africaines. Mais les masses africaines, visiblement, ne tendent plus l'oreille, ne sont plus dupes comme elles pouvaient le faire auparavant. Internet a contribué à la démocratisation de l'information et fait en sorte aujourd'hui que dans tous les pays où nous allons, ce sont des masses critiques africaines qui nous soutiennent, des jeunes, mais aussi des moins jeunes, qui comprennent le combat que nous menons, hommes, femmes, de toutes les religions, de toutes les ethnies, et qui saisissent qu'aujourd'hui, l'enjeu déterminant en ce début du XXIe siècle pour notre peuple, c'est l'autodétermination, c'est la souveraineté, qu'elle soit politique, qu'elle soit monétaire, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit intellectuelle de manière générale. Et donc, dans cette dynamique-là, ils savent très bien que nous ne sommes pas racialistes. Si nous étions racialistes, je ne serais pas avec des alliés, on a des alliés anti-impérialistes argentins qui sont des bolivaristes, qui sont des personnes qui luttent contre l'impérialisme de manière générale. On ne serait pas avec des philosophes comme Alexandre Douguine, philosophe russe, un des conseillers des autorités russes, qui a d'ailleurs préfacé mon dernier livre. Je ne serais pas avec des tas de personnes de diverses couleurs de peau qui se battent pour un idéal qui est l'autodétermination des peuples, la multipolarité, faire en sorte que les différents blocs de l'humanité puissent être entendus et qu'on ne soit pas uniformisé par un seul bloc, le bloc atlantiste que nous connaissons aujourd'hui. Quand vous entendez parler d'Afrique noire, d'Afrique blanche, qu'est-ce que ça vous fait ? Je constate simplement une réalité, c'est qu'il y a aujourd'hui deux Afriques. Et encore, je pense que ça leur donnait beaucoup de mérite parce que même à l'intérieur de l'Afrique dite blanche, l'Afrique du Nord, il y a énormément de populations la peau sombre qui sont là. Quand on regarde le Maroc, par exemple, il y a les Gnawa qui sont présents là-bas. Mais en dehors de cette réalité, parler de cette dichotomie, c'est rappeler qu'aujourd'hui, il y a une xénophobie structurelle qui existe, qui est présente. Certains la relient à la thématique de la crise économique et d'autres sont dans une dynamique beaucoup plus historique. Il consiste à rappeler que le monde arabe
Et c'est un monde où la matrice esclavagiste a existé depuis déjà très longtemps, on le sait. Et donc par rapport à cette situation-là, le rapport au noir est un rapport qui est complexe. Ça ne signifie pas qu'il faut essentialiser. Moi j'ai des tas de camarades anti-impérialistes dans ces pays, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, mais je leur dis toujours une chose, c'est que vous ne nous faites pas assez entendre. Et ce qu'on entend aujourd'hui, ce sont les chasses aux Africains subsahariens, ce sont des démarches de négrophobie qui existent et on ne le cachera jamais. Nous luttons contre ça, notre ONG fait partie de ceux qui luttent le plus contre ça, de la même façon que quand on voit la Mauritanie aujourd'hui, c'est un des exemples les plus frappants. Notre camarade, notre frère, notre ami Biram Dahabed, pour lequel nous nous battons depuis des années, et la lutte contre l'esclavage des Noirs en Mauritanie, c'est quelque chose qui existe. Donc quand on dit Afrique blanche et Afrique noire, ça répond quelque part à une réalité de terrain qui est qu'aujourd'hui, il y a une oppression des uns vis-à-vis des autres, et on dit toujours que de l'ostracisation d'un peuple par un autre n'est la volonté pour le peuple ostracisé de se constituer sa propre puissance. Est-ce que cela participe justement de cette dynamique panafricaniste, justement, si on reste dans ces écrans? Cette dichotomie, non. C'est-à-dire que là, on est dans une démarche sécessionniste, très clairement. D'ailleurs, quand on parle à certains membres de ces contrées-là, ils n'ont d'Afrique que la géographie, mais ils ne se reconnaissent pas dans cette démarche. Ils se sentent beaucoup plus concernés par le monde arabe que par le monde africain. Et en effet, il faudra tôt ou tard leur dire que si vous êtes africain, répondez aux réalités africaines. Soyez en harmonie avec les réalités africaines. Nous, on ne vous en voudra jamais, on n'a jamais dit que tout le monde doit être noir sur le continent africain. C'est un continent majoritairement noir, c'est un fait. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il y a d'autres populations qui sont présentes depuis des siècles là-bas. Soit on s'entend. Il y a quelqu'un comme Kadhafi que j'ai la chance de rencontrer parmi une délégation de militants, de leaders, responsables associatifs panafricanistes lorsqu'il était venu à l'UNESCO à l'époque où nous étions encore en France, avant qu'il soit assassiné. D'accord? C'était pas quelqu'un qui était un noir, mais c'était un homme exceptionnel et c'était un grand Africain. Moi, je crois à ça. C'est l'un des derniers géants africains qu'il y a eu au niveau des États. Il y a eu des personnes comme Gamal Abdel Nasser qui, même si, excusez-moi, c'était un pan-arabe, il avait une dimension panafricaniste aussi, une dimension tiers-mondiste réelle. Donc, dans cette démarche, moi, je ne crois pas à la racialisation, contrairement à ce que RFI et autres médias mensonges veulent nous faire croire, mais je crois à la nécessité de regarder les problèmes tels qu'ils sont. Je ne vais pas me taire et nier qu'il y a du racisme dans le monde de l'Afrique du Nord, sous prétexte que dire ça, ça pourrait diviser en réalité les deux parties. Quand on veut soigner quelque chose, il faut parler de la plaie et la traiter avec énergie. Ça commence par s'inventer ses propres concepts, sa propre vision. Vous parlez tout à l'heure de Kadhafi, qu'on a vite fait traiter de dictateur, et pourtant... Kadhafi est un homme qui a ses défauts et ses qualités, mais c'est un homme d'État de stature historique, telles qu'elles sont, il faut dire les choses telles qu'elles sont, qui a contribué au financement de tas de mouvements qui étaient dans une démarche d'autodétermination sur le continent africain et pas seulement. Moi, je fais partie d'une école politique de pensée. Mon maître, celui qui a fait en sorte que j'ai pu rentrer dans l'activisme politique, qui s'appelait le docteur Khalid Mohamed, qui était un Afro-Américain, un black nationaliste, devenu par la suite panafricaniste, a été quelqu'un qui a été très lié à Kadhafi, et Kadhafi soutenait le combat politique qu'il menait pour la libération du peuple noir de manière générale. Donc moi, Kadhafi, c'est quelqu'un que je ne pourrais jamais renier. C'est quelqu'un qui a donné à l'Afrique plus que l'Afrique s'est donnée elle-même lors de ces dernières années. Il y a des zones dont tout n'était pas parfait. Certains vont dire qu'il avait une volonté d'hégémonie. On peut dire tout ce qu'on veut. On dit toujours que les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. Et le degré d'investissement, la quantité d'investissement qui a été le sien par rapport au continent africain, il est incommensurable. Ça n'en fait pas un messie. Le messie, c'est le peuple, d'accord? Et lui, comme d'autres, parce qu'il n'est pas le seul, pas non plus, nous ne sommes pas des Kadhafi-olâtres, des adorateurs de Kadhafi, mais c'est l'un des derniers géants. Il y en a eu d'autres, bon nombre avant. Sankara, nous sommes beaucoup plus proches d'un Sankara que d'un Kadhafi, par exemple, c'est une réalité. Comme nous sommes beaucoup plus proches d'un Lumumba, d'un Oumniobé, d'accord, d'un Kwame Nkrumah, etc., que nous sommes proches de Kadhafi. Mais Kadhafi fait partie d'un panthéon et nous le respectons, même s'il n'est pas noir de peau. Tué au nom d'une certaine démocratie, on va en parler dans un instant, mais déjà, tout à l'heure, vous parlez de soutien, de financement que cet homme a apporté à beaucoup de mouvements. Parlons justement de cette lutte pour une Afrique décomplexée, qui s'assume. Ça suppose avec des acteurs unis, crédibles. Parlons justement de ces structures, de ces OSC, de ces ONG qui sont dans cet engagement comme la vôtre. Où sortez-vous les moyens financiers de votre engagement? C'est un truc qui est connu de tout le monde aujourd'hui, c'est ce qui inquiète d'ailleurs les autorités. J'ai la chance, de par le combat politique que nous menons et de par la médiatisation que nous avons un peu partout dans le monde, en Afrique en priorité, mais à bon nombre d'endroits ailleurs, d'avoir pu faire connaître mon combat politique et notre travail politique, le travail de notre ONG Urgence Panafricaniste, de bon nombre d'athlètes de haut niveau, de sportifs de haut niveau, de footballeurs internationaux. Et aujourd'hui, on a amené par une délégation qui est celle de Nicolas Anelka, qui joue d'une très grande influence et d'un très gros respect parmi les footballeurs africains et afrodescendants,
descendants. Il a réussi à collecter, à créer un système où bon nombre de footballeurs, je ne donnerai pas le chiffre, mais contribuent de manière régulière au financement de notre ONG et ça nous permet d'être indépendants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ambassade de France finance un certain nombre d'OSC pour que celle-ci soit contre nous, mais nous sommes libres parce que nous sommes soutenus et financés par des afro-descendants, des footballeurs, des Africains du continent et des gens de la diaspora qui veulent une seule chose, l'autodétermination de notre population et qui ont compris une chose, c'est que les 20 ans d'activisme politique qui sont les miens, les répressions que j'ai connues, mais à chaque fois je me suis toujours relevé, j'ai toujours résisté, ça a touché leur cœur. Alors, vous voulez me dire qu'aujourd'hui, ce combat-là, cette prise de conscience, les footballeurs, ils en ont justement, parce qu'on a tendance à les voir comme ceux-là qui sont dans le beurre, qui brassent des milliards, donc pas concernés par ces questions. Il y a un adage qui dit, on ne juge pas, comment dirais-je, une lettre à l'enveloppe, mais au contenu de la lettre en tant que telle. Et le problème, c'est qu'on est dans un monde d'apparence. Le monde de l'apparence fait qu'on juge quelqu'un parce qu'il tape dans un ballon, parce qu'on a l'impression qu'il ne sait pas réfléchir, parce qu'on le voit dans l'opulence, etc. Bon nombre de ces footballeurs-là nous soutiennent. Ils sont conscients de l'intérêt de ce combat. Le chef de tout ça, c'est Nicolas Anelka qui a créé un élan de conscience chez tous ces footballeurs-là. Mais ils sont très nombreux. Il y en a même un ici, dont je tairai le nom, bon, je peux le dire, ça ne va pas le gêner, qui est un international burkinabé, Brian Dabo, qui joue à la Fiorentina, qui est un soutien. Et ils sont nombreux dans ce cadre-là. Et nous sommes dans cette démarche-là plus que jamais. Aujourd'hui, de marcher, d'avancer avec des gens de notre génération, des petits frères ou des gens qui sont aînés, et qui comprennent le degré impérieux et vital de combat politique que nous menons à tous les étages. Nous sommes dans une dynamique urgence panafricaniste bicéphale, sociale et politique. Sociale, on a lancé à grande échelle une campagne de microcrédit, notamment au Bénin, qui est notre laboratoire politique à action et à idées, d'accord, sans intérêt, il faut le préciser, qui s'appelle Alodo, qui dans ma langue signifie aide, d'accord. Et le but, c'était de faire en sorte que les mères de famille qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, qui sont laissées à l'abandon par l'État, eh bien, on leur fournit un microcrédit de telle sorte qu'elles puissent lancer leur commerce, aider leur famille et rembourser une fois que les bénéfices commenceront à être présents par rapport aux initiatives qui ont été effectuées. Et ça, c'est notre fierté. Et ça ne pourrait pas se faire sans ce soutien des artistes, sans ce soutien des footballeurs. Et de l'autre côté... Et ça se comprend pour ces footballeurs, parfois victimes de racisme, justement. C'est parce qu'ils vivent le racisme qu'ils comprennent notre langage. Vous avez tout résumé, mon frère. Et de l'autre côté, le deuxième axe, c'est l'axe de la souveraineté, ces mobilisations politiques que nous menons parce que Mao Tse-tung disait quelque chose de très important. Il ne peut pas avoir de libération politique s'il n'y a pas d'abord une révolution culturelle. Et notre peuple, on l'a éloigné des sphères de la réflexion de base qui permettait justement d'accéder à la connaissance de soi en ce qui concerne la dimension politique. Politique, étymologiquement parlant, vient de politeia, qui signifie participation à la vie de la cité. Dès lors, les boueurs, le boulanger, le charcutier, comment dirais-je, l'agriculteur, toutes ces personnes-là, ou le vendeur d'arachides sur le bord de la route, sont des politiciens et des politiciennes. Il faut qu'on ait le courage de rappeler cette réalité. Et donc, il faut ramener ces gens-là au savoir, leur donner le savoir, le propager et surtout leur donner la parole. Et je remarque une chose, lorsque l'on parle des OSC de manière générale, c'est que bon nombre d'OSC, l'oligarchie d'Occident a compris. Et ça, c'est Zbigniew Brzezinski, l'un des plus grands conseillers des présidents américains, qui disait dans les années 80 et 90 que le passage du XXe siècle au XXIe siècle sera le transfert du centre de pouvoir qui auparavant était aux mains des élites et qui par la suite finira par comment dirais-je, atterrir dans les bras du peuple. Et donc, parce qu'ils savent que de manière irréversible et irrémédiable, le peuple finira par recevoir le pouvoir, il faut être capable de l'encadrer. C'est comme ça que le système des sociétés civiles est né. Ce n'a pas été un domaine spécifique, spontané qui a été créé, ça a été encadrer le peuple. Et pour encadrer le peuple... C'est là tout le piège, effectivement, avec les... C'est une nouvelle... Soros, vous connaissez? Mais non seulement je le connais, c'est celui que nous combattons le plus et qui nous combat, je pense que nous sommes... Principal soutien, on le récitait régulièrement comme soutien de pas mal d'Ouest. Je ne citerai pas, je n'irai même pas sur ce terrain. J'en ai écrit un livre qui s'appelle Black Nihilism, qui est mon deuxième ouvrage, où je parle, il y a tout un chapitre qui parle de la guerre des ONG et je parle de Soros qui a colonisé le continent africain en finançant ces OSC pour propager quelque part l'agenda oligarchique occidental sur le continent africain sous la fausse et hypocrite acception de la démocratie. Et donc quand nous venons avec une démarche d'autodétermination, de souveraineté, le nom de l'organisation de George Soros en Afrique, c'est l'OSIWA, Open Society for West Africa, société ouverte. C'est ça l'objectif de Soros, parce qu'il sait pertinemment une chose. Dès lors que les sociétés sont ouvertes, les marchés sont ouverts, la libre circulation des capitaux, déjà favorisée par le système de francs CFA, permet justement de faire des tas de bénéfices par rapport aux entreprises promues par ces derniers. Donc ils ont besoin que les sociétés ne soient pas patriotiques. Ils ont besoin que les sociétés soient dans une acception démocratique dans sa vision occidentale. Nous sommes pour la démocratie directe, la souveraineté populaire. Mais la souveraineté populaire en tant que telle, c'est différent de la démocratie occidentale imposée par ces derniers qui choisissent des vigiles du peuple
en interlocuteur, ils décident de les nommer porte-parole, même s'ils ne sont pas légitimes, et faire en sorte, excusez-moi mon frère, pardon, juste pour terminer, et faire en sorte que, à partir du moment où ces interlocuteurs sont imposés, eh bien, le dialogue se fait entre des personnes qui corrompent et des personnes corrompues et des personnes cooptées. Et je dis et je répète par rapport à ça que nous parlons directement au peuple. C'est une des spécificités d'Urgence panafricaniste. Vous allez voir samedi la mobilisation, on entend 3000 personnes. D'accord ? Minimum, l'objectif, on a dit dès le départ, c'est 1000 personnes. Qu'une ONG qui n'est pas basée éternellement ici réussit à réunir des milliers de personnes dans chaque pays, c'est la force d'Urgence panafricaniste et c'est ce qui fait que nous sommes autant soutenus à l'heure actuelle en ce début du XXIe siècle et c'est ce qui fait que nous dérangeons profondément les intérêts de la France-Afrique qui m'interdisent de rentrer, donc les dirigeants france-africains et l'oligarchie française m'interdisent de rentrer dans plusieurs pays parce qu'elle sait qu'à l'heure actuelle, la jeunesse africaine nous écoute. Du coup, vous comprenez que le combat s'annonce difficile parce que ce n'est plus au-delà de l'élite, c'est aussi tous ces acteurs qui parlent au nom du peuple aussi, qui sont là et qui, malheureusement, ne jouent pas franc jeu. Alors, je ne veux pas essentialiser. Il y a des gens exceptionnels à l'intérieur du peuple, dans certaines OSC, d'accord, qui se battent corps et âme, qui ne reçoivent pas de financement, qui sont en difficulté quotidienne et qui travaillent parce que leur volonté, c'est d'aider l'Afrique. Ils sont très nombreux dans tous les pays d'Afrique francophone. Il ne faut pas qu'on rentre dans un piège qui serait de dire qu'il n'y a que Urgence panafricaniste, notre OSC, qui fait le travail. C'est faux. Mais je dis simplement que le système des OSC est colonisé de la même façon que les élites et que donc, comme vous le dites, le système de colonisation est à double étage. Il est à la fois au niveau d'une strate élitiste, mais aussi au niveau de la base. Et donc, il y a un travail de juste milieu à faire. Et face à cette réalité, il y a 3 courants qui se sont créés. Il y a un courant qui a décidé de se vautrer donc complètement dans ce système de la cooptation par l'oligarchie occidentale à l'intérieur des OSC. D'accord ? C'est un courant que l'on connaît tous. Et Soros, on est le champion des corrupteurs. On n'ira pas plus loin sur ce terrain-là. Il y a un deuxième courant qui a été de dire que face à ça, eh bien, il y a des gens qui vont se prétendent panafricanistes, qui vont soutenir tous les dictateurs africains, d'accord, et qui vont dire que tous ceux qui ne soutiennent pas les dictateurs africains sont contre le panafricanisme. Ça, c'est le courant d'une chaîne de télévision que je ne citerai pas, qui est en Afrique centrale, qui a choisi de faire de l'atalakou pour les dirigeants africains en échange d'un certain nombre de rémunérations et sous l'égide du panafricanisme. Et il y a une troisième voie, qui est la voie du juste milieu, qui est de dire que le problème, il n'est pas que l'oligarchie française, il est aussi la malgouvernance à l'intérieur de nos élites. Mais c'est une double facette et c'est symbolisé par la France-Afrique. Et donc on se spécialise dans la résistance à la France-Afrique en proposant des alternatives par les schémas que nous avons évoqués tels que le programme Alodo qui signifie aide dans ma langue en fond. Mais de l'autre côté, nous luttons aussi contre les oligarchies aussi bien françaises qu'africaines qui ont décidé de piller les ressources, qu'elles soient humaines ou minières et naturelles de notre peuple. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que nous sommes vus comme des menaces par ces derniers. D'accord. Alors, le mal de l'Afrique, on le sait, hein, dans ce combat, c'est bien la division. Hein, on parle de ces organisations de la société civile. Vous avez au Burkina Faso le ballet citoyen, Yanamar au Sénégal, Filimbi au Congo. Pourquoi vous ne fusionnez pas pour faire plus fort, puisqu'on le dit, dans l'Union, on est plus fort? Moi, je vais être très clair. Je n'ai jamais eu de problème à fusionner qui que ce soit. On a lancé le Front anti-CFA. Il y avait plus de 700 organisations de la société civile sur le continent africain qui étaient présentes. Et c'est ce qui a permis qu'on puisse faire une mobilisation internationale, la première du genre depuis la période des indépendances, des mobilisations transnationales pour un objectif commun. Donc on ne peut pas nous reprocher à nous de ne pas prôner l'unité. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi certaines entités ont peur de marcher avec nous. Je ne vais pas être dans l'attaque à dominem. Ils sont peut-être pas... Je vous dis très clairement, vous m'avez parlé... Moi, ils bénéficient de ce soutien-là. Je vais être très clair avec vous. Moi, ça m'intéresse objectivement même pas de parler d'eux. Parce que je suis trop occupé à risquer notre vie pour notre peuple. Je respecte le travail de chacun. D'accord ? Mais je dis, et c'est ce qui m'a valu des inimitiés chez certains d'entre eux, Soros est quelqu'un qui colonise notre continent. Quand tu marches avec Soros, il faut savoir ce que tu fais. Et j'ai dit... Ces OSC que je viens de citer, ils marchent avec Soros. Ça, c'est vous qui êtes peut-être le mieux informé. Moi, je vous dis, Soros colonise le continent et travaille avec un certain nombre d'OSC. J'ai même vu Soros porter le t-shirt de certaines OSC, d'accord, fièrement, vous pouvez trouver ça sur Google, en Afrique, d'accord, et donc il n'y avait pas de secret sur les financements qu'il y avait. Moi, je ne cite pas de nom, j'apporte des faits, et qui sont vérifiables au moment où je parle sur Google. Mais je dis, et je répète, que nous nous opposons à USAID. Nous nous opposons à l'Agence française de développement. Nous nous opposons à l'Institut français, qui invite la plupart des artistes à venir s'exprimer parce qu'ils ne savent pas qu'en faisant ça, c'est une colonisation aussi qui s'effectue. Dire cela ne nous présente pas, ne nous fait transforme pas en anti-français. Moi, je suis un afro-descendant, je suis né en France, même si je vis en Afrique depuis maintenant plus de 10 ans, d'accord ? Mais je suis né en France, comme Kylian Mbappé, comme Nicolas Anelka, d'accord ? Ce sont des frères, ce sont des gens qui ont on a une expérience commune et je ne le nierai pas. Et comme le disait Kwame Nkrumah, la diaspora, c'est un autre état du continent africain. Donc il ne faut pas transformer les choses en disant nous serions anti-français. Mais je dis simplement qu'à l'heure actuelle,
la France, l'oligarchie française, que je sépare de la masse française, a une vision et une démarche coloniale sur le continent, tout comme USAID, tout comme des tas d'ONG occidentales qui viennent faire leur beurre sur notre dos. Autrement, vous combattez l'aide au développement. Et donc, l'aide au développement, on n'a pas besoin. Le développement, déjà, il faut qu'on recontextualise ce terme. Développer par rapport à qui, par rapport à quoi? L'Occident est le référentiel pour que l'on parle de développement, mon très cher frère. Je peux vous dire une chose, le taux de suicide est plus élevé dans ces sociétés dites civilisées que dans nos sociétés dites africaines. Le capitalisme en tant que tel, c'est ça la barre à atteindre. C'est ça le système référentiel à atteindre. Eh bien, je dis que si c'est ça le système à atteindre, ça ne m'intéresse pas. L'Afrique a son propre rythme, l'Afrique a ses propres réalités. Ce qui importe pour les Africains, ce n'est pas de haïr les autres, c'est de récupérer nos propres ressources. Ce qui importe pour les Africains, ce n'est pas de rattraper les autres parce que le père n'a pas à rattraper son fils. Nous sommes, comme le disait Cheikh Anta Diop, les pères et les mères de la civilisation. Ça ne nous rend pas supérieurs à qui que ce soit, mais ça nous donne une responsabilité. C'est d'être capable de nous retrouver nous-mêmes, être en harmonie avec notre environnement, être en harmonie avec nos ressources. Et le travail se situe là. Mon seul travail et notre seul travail se situe là. Nous ne sommes pas dans une guerre vis-à-vis de qui que ce soit. Nous voulons être indépendants comme tous les peuples de la Terre. Quand je vais en Amérique du Sud, sous feu Hugo Chavez, au Venezuela, à l'époque où il était présent, quand je vais en Russie, quand je vais en Iran, quand je vais dans tous ces pays, eux se battent pour leur souveraineté. Eh bien, les Africains ont le droit de se battre pour leur souveraineté aussi. Et c'est dans cette démarche que nous situons. Et je termine juste par rapport à cette question qui est vitale. Moi, je tendrai toujours la main. Il y en a marre, nous avons eu des grands désaccords justement par rapport à ce qui était, vous avez énoncé, parce qu'en effet, ils travaillent avec Georges Soros, c'est connu de tout le monde, on peut trouver les informations sur Google, on les voit avec Soros à leur siège. J'ai dit qu'il y avait un problème sur ce terrain-là. Mais lorsque j'ai été incarcéré au Sénégal pour avoir brûler un billet de franc CFA dans une dynamique anticapitaliste viscérale de 1 et dans une dynamique symbolique de volonté de souveraineté de 2, il y en a marre, malgré toutes nos dissensions, alors qu'ils ne nous ont jamais soutenus, parce que le peuple de manière générale nous soutenait, ils sont venus, ils n'étaient pas obligés de le faire. Donc ça c'est quelque chose que moi je reconnais et de la même façon que s'ils sont en danger, s'ils ont besoin de moi, ils savent très bien que je serai présent. Mais, je le dis et je le répète, à partir du moment où celui qui te donne l'eau est celui qui contamine le reste du continent, on a un désaccord idéologique. Et de la même façon que Houphouët-Boigny et Sankara, ils étaient sur le même continent, mais c'est pas parce qu'ils étaient noirs qu'ils étaient d'accord sur tout. Et je pense qu'il faut qu'on ait aussi cette compréhension, cette capacité intellectuelle à saisir les nuances idéologiques et politiques qu'il y a. Il y a deux pôles dans le monde. Il y a ceux qui veulent une occidentalisation du monde, donc une, comment dirais-je, insérer le paradigme occidental, sa vision de la démocratie, sa vision de la participation à la vie de la cité partout dans le monde. Et il y en a d'autres qui veulent la souveraineté, le droit à la différence, le droit à pouvoir décider de sa propre destinée en fonction de son ontologie et de son paradigme. Eh bien nous sommes dans ce bloc-là. La multipolarité, c'est ce dans quoi nous nous retrouvons. D'autres ne sont pas dans ces démarches. Ils vont vous dire qu'Obama était un grand président. Ils vont vous dire que l'Occident, que Macron, il veut des bonnes choses pour le continent africain. C'est leur volonté, ils ont le droit de croire ça. Nous sommes nés dans le ventre de la bête. Et nous savons ce que la bête fait depuis un certain nombre de temps, comme le disait Frantz Fanon. Pour en finir avec les organisations de la société civile, au Burkina, votre mouvement s'appuie sur le cas. Pas seulement, mais clairement pas seulement, il faut qu'on soit très clair. Il y a bon nombre de structures estudiantines et universitaires qui soutiennent le combat politique. Vous le verrez lorsque les images de la retransmission du procès de cette mobilisation anti-France-Afrique seront diffusées. Et donc par rapport à ces situations-là, nous nous appuyons sur diverses forces. Mais les citoyens africains pour la renaissance de Hervé Ouattara ont été les premiers à croire en nous, malgré les diabolisations qu'ils pouvaient connaître à différents endroits dans le pays. Et moi, j'ai dit une chose. C'est un mouvement qui reconnaît clairement avoir été créé par le pouvoir en place. Et c'est pour ça que je vous réponds que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vous ai dit par rapport justement à Y'en a marre. Nous avons des désaccords fondamentaux sur un certain nombre d'actions passées et parfois même en ce qui les concerne présentes. Je vais être très clair. Et leurs associés aussi. Mais lorsqu'ils sont venus nous soutenir au procès, est-ce que je leur ai craché dans la main? Nous nous sommes serrés la main et nous nous sommes dit, dès lors qu'on est capable de se mettre d'accord sur un certain nombre de choses, avançons. Et c'est la preuve que nous ne sommes pas dans une division systémique. Hervé Ouattara, je vais être très clair avec vous, à l'époque où il y avait ces histoires de être créé par le pouvoir, etc., nous avons dit à Hervé Ouattara qu'on ne se retrouvait pas forcément dans cette ligne. Mais quand Hervé Ouattara a vu la démarche qui a été effectuée, une démarche risquée, parce que lutter contre la France-Afrique, vous n'imaginez pas les pressions qu'il peut subir, les répressions qu'il peut subir. C'est parce que c'est quelqu'un de pudique qui ne le dit pas. Mais il a décidé de changer de cap et d'aller dans une dimension beaucoup plus panafricaniste et de risquer le peu d'avantages qu'il avait, d'accord, ou les avantages qu'il avait, pour une autodétermination de notre continent. Eh bien ça, c'est noble. Et c'est ça qui fait que je serre la main à Ouattara, comme si demain quelqu'un de Y'en a marre dit je ne veux plus travailler avec Soros, je ne veux plus travailler avec tel, eh bien je me sentirai concerné par cette démarche et nous travaillerons les yeux fermés. Alors il vous a convaincu qu'il a changé de position par rapport au pouvoir? En tout cas, moi je suis les choses dans les détails dans tous les pays d'Afrique francophone où nous avons nos relais et je remarque une chose, Hervé Ouattara risque
beaucoup de choses, à un degré que vous n'imaginez pas. Les répressions qu'il a vis-à-vis de l'ambassade de France, les pressions qu'il a vis-à-vis d'un certain nombre de choses dans ses déplacements, etc. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que lutter contre la France-Afrique. Donc lui, je suis très conscient que quelqu'un comme Hervé Ouattara, il n'y a pas que lui, on a des frères comme le jeune leader estudiantin Imhotep, d'accord, voilà, exactement, qui est un leader exceptionnel aussi, d'accord, mais pour revenir à Hervé Ouattara, je suis très conscient qu'il y avait des dissensions et des scansions, même quand je venais ici, on me dit, on t'apprécie, mais on n'est pas d'accord forcément avec Hervé Ouattara. Mais je dis une chose, je répondais une chose à ces gens. Il faut que vous sachiez que si je suis ici, c'est grâce à Hervé Ouattara, parce que Hervé, malgré les désaccords que vous avez avec lui par rapport à des choses passées, aujourd'hui, il mouille le maillot et il risque sa vie pour une souveraineté. Et c'est la preuve que les gens peuvent changer. Je vous donne un dernier exemple. Il y a des personnes dans l'histoire qui, à une période T, n'étaient pas forcément conscients d'un certain nombre d'enjeux. Et à une certaine période, lorsque l'évolution se fait, et le temps passe, ils réalisent qu'en fait, leur stratégie passée n'était pas la meilleure. Et ils changent de stratégie. Je vais vous donner un exemple. Stokely Carmichael, qu'on connaît en Afrique sous le nom de Kwame Touré, un leader historique qui était un des conseillers de Kwame Nkrumah et de Sékou Touré, eh bien, il venait des États-Unis. Il avait un peu la même trajectoire que moi par rapport à la France. Il venait des États-Unis, d'accord, né à New York. Il arrive, après avoir mené un combat, au départ, il était un intégrationniste. C'est-à-dire qu'il voulait se mêler à l'Occident, et il voulait juste l'égalité, mais il n'était pas dans une démarche de souveraineté. À un moment, il s'est questionné. Et il a dit la méthodologie de Martin Luther King avec laquelle il marchait, ça ne fonctionnait pas. Il s'est éloigné de ces cercles intégrationnistes et il est allé dans le panafricanisme. Il est rentré sur le continent et il a travaillé avec ces derniers. Eh bien, Hervé Ouattara a commencé d'une façon qui a pu déplaire à certaines personnes, mais aujourd'hui, je peux vous assurer, parce que je le vois au quotidien, que c'est quelqu'un qui mouille le maillot et qui est dans une dimension panafricaniste réelle. Je ferme la parenthèse parce qu'on ne va pas résumer le combat politique à Hervé Ouattara. Qu'on soit très clair, c'est une dimension internationale dans laquelle nous sommes aujourd'hui sur le continent africain, nous sommes installés partout. Mais oui, quand quelqu'un change, il me dit qu'il est prêt à changer et qu'il veut se battre pour son peuple, je lui donne la main. Parce que notre rôle, le panafricanisme, c'est l'unité des Africains. Ce n'est pas la division des Africains. Mais si quelqu'un nous attaque parce qu'on s'attaque à son maître, eh bien, par essence, nous le répondrons. Alors, parlons effectivement donc, de cet événement, les tribunaux populaires civils. Comme les TPR, vous connaissez? C'est la continuité. De la révolution sankariste? Évidemment, bien sûr, on s'en inspire. C'est la continuité, à la nuance près que les TPR avaient une dimension, quoi qu'on en dise, plus locale. C'est-à-dire qu'il y avait une dimension spécifique à la réalité de la révolution africaine que voulait établir Sankara, mais dans un cadre du Faso au commencement, d'accord? Et donc c'était lutter contre l'héritage, d'accord, de la prédation coloniale et néocoloniale qui s'était fait en effet dans son pays, d'accord, analyser les différentes consciences, les différentes problématiques et donner la possibilité au peuple de pouvoir s'exprimer avec les militaires et tout ce qui s'en suivait. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une dimension d'internationaliser cette thématique-là. C'est-à-dire que là où on parlait des TPR hier, quand on parle des tribunaux populaires civiques africains, le but c'est de faire ça dans tous les pays d'Afrique francophone et parler cette fois-ci non plus de problèmes locaux, mais de la France-Afrique de manière générale. Donc on est dans une dimension beaucoup plus large par rapport au noyau originel de réflexion. Mais nous nous inspirons parce que chaque fils a toujours un père. Nous sommes tous, vous, comme moi, comme nous tous, des enfants de Thomas Sankara. Et donc il a planté des graines. Et les graines sont en train de devenir des arbres. Et ces arbres, c'est la caméra woman, c'est le caméraman qui est ici, et c'est le frère qui est en face de moi, moi-même, et tous les autres qui luttons dans tous ces pays d'Afrique francophone et dans la diaspora à nos côtés. Et les TPC, concrètement, ça fonctionne comment? Alors, je ne veux pas trop donner, le but c'est de donner des images à la base que les gens puissent voir par eux-mêmes, mais je vous le dis très clairement, l'objectif principal et fondamental, c'est de donner la parole au peuple. Parce que quand on parle de la France-Afrique, on donne la parole à des lieutenants timorés, pendant très longtemps même, on va être très clair, même tout comme quand on parle de Sankara, c'était M. Bruno Jaffré qui était le porte-parole officiel de Thomas Sankara, c'est-à-dire que je pense qu'il y avait quand même assez de personnes du Faso qui pouvaient parler légitimement, mais c'était toujours lui à qui on donnait la parole, on incarcérait la parole, comme si les habitants du Faso étaient trop stupides pour pouvoir honorer la parole de Thomas Sankara. Et bien de la même façon, quand on parle de la France-Afrique, on donne toujours la parole à des spécialistes ou des représentants d'ONG, même souvent parfois occidentales, d'accord, ou à certains Africains cooptés, mais on ne laisse jamais le peuple s'exprimer. Et donc par rapport à ce procès du peuple, et c'est ce qui se passera dans tous les pays, c'est divisé en 3 parties, il y a les juges, donc des responsables très clairement, puisqu'on est dans les tribunaux populaires civils, des responsables associatifs d'OSC qui seront là, qui statueront en tant que juges, j'en ferai partie très clairement, d'accord. Il y a des représentants, on a sollicité des représentants de la France pour venir parler, mais ils nous ont adressé une fin de non-recevoir et ça ne nous surprend pas parce que celui qui se sent coupable ne peut pas se présenter à la juridiction s'il n'a pas le courage de le faire. Et donc ça sera des membres de la société civile du Faso qui vont venir s'exprimer, qui prendront l'argumentaire du français qui dit de manière générale nous avons construit ceci, nous avons construit cela, ils s'exprimeront publiquement et il y aura
Ensuite, maintenant, c'est la partie la plus importante, les représentants du peuple, c'est-à-dire des gens du public, viendront s'exprimer et dire ce que la France-Afrique a créé et a imposé au sein de la population. Est-ce que cela a entraîné comme dégâts structurels, que ce soit au Faso, mais aussi dans tous les pays d'Afrique francophone. Et suite à ça, il y aura donc un procureur, aussi un représentant des OSC en Afrique francophone, qui viendra donc faire une synthèse de ce qui a été dit et qui demandera un certain nombre de sanctions, et les juges statueront par rapport à cette réalité par des actions symboliques. J'ai théorisé dans mon dernier livre, l'Afrique libre ou la mort, une thématique qui s'appelle la violence symbolique. Quand je brûle le billet de franc CFA, c'est la violence symbolique. Quand je suis dans une démarche aujourd'hui de mener une action systémique contre la France-Afrique et que nous sommes dans des opérations coup de poing, à la limite toujours de la légalité, mais nous ne franchissons jamais la légalité, nous essayons en tout cas de ne pas la franchir, mais après il y a des débats d'idées qui se créent, eh bien c'est la violence symbolique. Eh bien cette violence symbolique, qui n'est pas une violence physique, différencions bien les choses, c'est quelque chose qui intellectuellement, idéologiquement et physiquement même sera effectué dès lors que les sanctions seront proposées, et nous laisserons la possibilité dans chaque pays aux populations d'agir. Je ne donnerai pas d'exemple, mais par exemple, débâtir des rues, nous sommes au XXIe siècle, je ne peux pas comprendre que le nom des colons soit encore présent à l'intérieur de nos pays, sur les rues de nos pays. Je ne vois pas de rue Mamadou Sissoko à Paris. Est-ce que vous n'encouragez pas l'incivisme? Non, le civisme, au contraire. Le civisme, c'est faire en sorte que son pays soit respecté. Qu'en tant que citoyen, sa contrée soit respectée. Quand vous mettez le nom de l'oppresseur et que vous l'honorez, c'est que le citoyen que vous êtes est bafoué dans son intimité, est bafoué dans son essence. Et c'est quelque chose qui doit changer. Quelque part, on vous prête ce côté violent. Oui, Est-ce que là, à l'issue de ces procès, vous n'allez pas instaurer une sorte de violence au sein de la jeunesse, des jeunesses africaines? Vous savez, mon cher frère, le « on » dont vous parlez, vous êtes un brillant journaliste que je suis depuis très longtemps, le « on » dont vous parlez, ce n'est pas le « on » de vous autres journalistes africains, c'est le « on » des médias occidentaux qui ont décidé d'insérer dans l'esprit des gens, avec leurs radios propagandistes et colonialistes et RFI, qui ont décidé d'insérer la notion qu'Kémy Séba est violent. Ne le suivez pas comme vous le faites, vous le suivez trop, c'est une erreur, il est violent, il est extrémiste. Mais le peuple n'est plus bête. Le peuple, ce n'est pas une population de gorilles en Afrique francophone, c'est des gens intelligents. La jeunesse africaine est disciplinée. Quand Macron est venu raconter n'importe quoi ici, au Faso, je dis bien n'importe quoi. Macron, on en parle justement parce que c'est la jeunesse, question. Hein? La jeunesse du Faso s'est organisée. Les médias, les masses médias français, mythomanes que sont France 24 et RFI, n'ont pas diffusé les mobilisations qui étaient faites, notamment parmi nos militants et autres. C'était la violence symbolique, ce n'était pas la violence civique. En brûlant par exemple... Mais c'est la violence symbolique. Nous brûlons des drapeaux, eux ils ont brûlé des peuples. Eux ils ont génocidé des peuples. Eux ils ont asphyxié nos peuples. Eux au XXIe siècle ils croient que notre continent est une bijouterie pour eux. Sans notre continent, vous pensez que la France serait une puissance mondiale? Mais la France serait la Roumanie sans le continent africain. Ça, il faut qu'on ait le courage de le dire. Et donc, quand nous disons simplement, pacifiquement, je le dis, je le répète, on me parle du Sénégal, billets brûlés, ce n'est pas de la violence. On m'a jugé, on m'a incarcéré de manière préventive pour ça. J'ai été jugé. Et à l'issue du jugement, qu'est-ce qui s'est passé, mon très cher frère? J'ai été acquitté. Parce que le juge a dit une chose simple, c'était de la violence symbolique. Et la violence symbolique ne peut pas être attaquée juridiquement. J'ai brûlé un billet, je n'ai pas brûlé des billets, et bien on m'a acquitté. Et parce que Macky Sall a vu que la justice elle-même était de mon côté, il n'a pas eu d'autre choix que d'agir par décret pour m'expulser en disant que j'étais une menace pour l'ordre public parce que la jeunesse sénégalaise et la jeunesse africaine me suit trop. Alors, vous parlez justement de Macron. À Ouagadougou, en 2017, Emmanuel Macron, président de la France, appelait les Africains à s'assumer au lieu de rester dans les accusations contre la France. C'est aussi simple, non? Est-ce que là, il n'a pas raison? Mais c'est facile. Il faut s'assumer. Si on ne s'assumait pas, on ne serait pas dans les démarches d'action sociale que nous menons au quotidien. Si on ne s'assumait pas, on ne lutterait pas au quotidien contre la malgouvernance et la corruption. J'ai été interdit de rentrer en Guinée. À cause de quoi? Parce que j'étais venu faire une conférence sur la malgouvernance et la corruption et on m'a dit la même chose, que j'étais un risque de trouble à l'ordre public parce que la jeunesse, j'influençais négativement la jeunesse à se rebeller contre le pouvoir. Je ne les incitais pas à se rebeller contre le pouvoir, mais à lutter contre ce qui n'allait pas à l'intérieur de nos sociétés, parce qu'il y a un adage qui dit une civilisation ou un peuple n'est détruit par l'extérieur que s'il est d'abord rongé de l'intérieur. Donc il y a une réalité et une dichotomie à comprendre entre ce que Macron dit et notre réalité. Macron dit ça parce que le violeur ne veut pas qu'il soit jugé. Donc le violeur va dire, mais c'est un peu la même chose que de dire, plutôt que de toujours parler du violeur, la femme devrait arrêter de se vêtir de manière sexy, parce que si la femme ne s'habillait pas de manière aussi sexy, eh bien on n'aurait pas envie de la violer. C'est le même logiciel que de dire que, plutôt que de toujours parler de la France-Afrique, vous devriez vous assumer et arrêter toujours de dire que le problème c'est les autres. Regardez comment vous vous comportez, c'est peut-être à cause de ça que les problèmes arrivent. Eh bien je dis à Manu Macron, président de la finance internationale dans son acception française en tant que telle, ou représentant de la finance internationale en France, je dis à ce dernier, pour lequel je n'ai aucun respect et aucune estime,
que le néocolonialisme doit cesser. Il dit que la France-Afrique a cessé, est terminée, mais jamais les bases militaires n'ont été aussi importantes de par la France sur le continent africain. C'est quelque chose qu'on doit avoir le courage de dire. L'Afrique refuse. Mais le peuple africain refuse. Mais on ne donne pas de référendum au peuple pour que le peuple puisse avoir accès à la parole sur ce terrain-là. Le combat, il est ailleurs. C'est contre tous ces dirigeants africains qui refusent de s'assumer. En faisant ça, vous faites le jeu. Quand on parle de France-Afrique, il y a deux termes. France, Afrique. Oligarchie française, oligarchie africaine. Dans les pays d'Afrique de la zone franc. La France-Afrique, c'est ça. Mais la bonne démarche, c'est laquelle? Et donc, justement, je vous réponds, c'est celle qu'on fait. Et la manière dont la France réagit de manière hystérique est la preuve que nous sommes sur la bonne, et que certains dirigeants africains corrompus, la manière dont ils réagissent vis-à-vis de nous, c'est la preuve que ce qu'on fait là, on est en train de titiller dans le bon sens. Quand il y a deux mots, on s'attaque de manière bicéphale à ces deux mots-là. Nous luttons contre la malgouvernance, contre la corruption. On n'a même pas à faire nos preuves. Les faits sont là, vous pouvez les chercher sur Google. Urgence panafricaniste fait ce travail-là au quotidien depuis des années. Et de la même façon, nous luttons contre les forces prédatrices exogènes, notamment la France, l'oligarchie française, qui pille nos ressources, qu'elles soient humaines, qu'elles soient minières, qu'elles soient naturelles. Et donc, je le dis et je le répète, non. Pensez, et ça a été le schéma du colon, qui a été de nous dire, le problème, c'est pas nous, les colons. Nous, on est des gentils colons, on crée des ONG. Nous, on crée des bibliothèques, on vous donne de l'eau, on vous donne des budgets, on vous donne des financements. Le vrai problème, ce sont vos dirigeants. C'est trop facile d'agir sur ce terrain-là. Oui, nos dirigeants africains sont une grande partie du problème et nous luttons contre la corruption de ceux qui sont justement noyés dans ce marigot. Mais de la même façon, il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Et donc, quand il y a un corrompu, on doit être capable de lutter à la fois contre le corrompu et contre le corrupteur. Et donc, nous sommes dans une démarche bicéphale de lutter pour une justice sociale réelle et contre la malgouvernance, mais aussi de l'autre côté, contre les forces prédatrices exogènes qui ont décidé de piller notre continent. À partir du moment où les moyens sont limités, est-ce que vous ne dispersez pas trop les énergies? Sankara, dans sa vision de Sion, c'est effectivement qu'il y ait des présidents africains qui s'assument et qui peuvent dire non. Moi, je vais vous dire les choses telles qu'elles sont. Je ne pense pas que, et la preuve, Sankara, dès lors qu'on met tout sur un président, dès lors que le président est esselé ou n'est pas compris par son peuple, c'est terminé. Quelles étaient les dernières paroles de Sankara dans sa dernière interview? C'était de dire qu'il ne se sent pas compris par son propre peuple. Aujourd'hui, tout le monde idolâtre Sankara. Mais il faut bien qu'on rappelle une chose. Au Faso, Sankara a été combattu par énormément de gens. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Et plus aimer peut-être même à l'extérieur du Faso qu'à l'intérieur du Faso. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Et c'est pour ça que ces mots ont une grande valeur quand il dit « je me sens incompris et combattu par mon propre peuple », c'est très lourd de sens. Donc, ce n'est pas le président. Moi, je ne crois pas à l'homme providentiel. Certains me disent, vous m'avez dit avant l'émission que vous voyez en moi un leader. Je ne suis pas un leader, mon frère. Je ne suis qu'un porte-voix qui, en effet, est très entendu aujourd'hui par la grâce des ancêtres sur le continent africain, mais je ne suis pas un leader. Le seul leader que je connais, c'est le peuple. Et il faut responsabiliser le peuple. Et donc, on n'a pas besoin d'attendre d'avoir des dirigeants à la tête de nos États souverainistes pour mener le travail politique. La société, c'est 90%, la société civile ou le peuple, c'est 95% de la population. Les 1%, c'est les élites. D'accord? On doit être capable de nous responsabiliser et de faire ce travail nous-mêmes. Et l'anti-victimisation qui est la nôtre, elle s'illustre par le fait qu'on attend l'autorisation de personne pour mener ce travail de sensibilisation des masses, de un, et d'expression du peuple, d'expression des doléances du peuple. Le peuple ne compte plus sur qui que ce soit pour faire ce qu'il a à faire. Et je terminerai juste en récitant l'adage de notre ONG Urgence panafricaniste, ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple le fera lui-même. Je pense que tout est dit dans cette réflexion-là. Le peuple, pour le faire, a besoin de catalyseurs aussi. C'est une question d'éveil de conscience, de directive aussi, pour pouvoir comprendre. Parce qu'effectivement, si le pouvoir est entre les mains du peuple, normalement, tout devrait aller tout de go. Ça veut dire que le peuple va sécréter des responsables, des présidents qui répondent aux aspirations, à cette vision panafricaniste des choses, et par la suite, justement, on pourra discuter d'égal à égal avec tous ces prédateurs. C'est aussi ça la logique. Vous savez, tout système se construit, je dis que le peuple et un système politique, c'est comme une pyramide. Il y a une base et il y a un sommet. Pendant trop longtemps, on a fini par croire que le sommet était celui qui décidait. Mais pour ceux qui ont eu la chance d'aller en Égypte, si vous enlevez la base de la pyramide, le sommet de la pyramide devient un vulgaire caillou qui tombe par terre. Parce que le caillou sans la base n'est rien. Et donc je réitère en disant que l'essentiel, c'est le travail politique qui est fait par les masses. Et les masses donneront un représentant, ça peut même être un conseil. Le système politique est en train de changer quand on étudie de manière précieuse la géopolitique. Nous ne sommes plus dans les mêmes configurations qu'avant, clairement. Et c'est pour ça aujourd'hui que le langage qui est usité, on parle de populisme
en politique, en géopolitique, en sciences politiques, on dit qu'aujourd'hui le populisme n'a jamais été aussi tendance. Mais le populisme dans l'acception, dans la diabolisation occidentale, c'est réveiller les bas instincts du peuple. Nous parlons du fait que le populisme, dans son acception originelle, c'est parler le langage du peuple, être en harmonie avec les préoccupations du peuple. Et donc nous revenons à cette démarche qui consiste à mettre le peuple au centre de tout. C'est l'obsession qui est la nôtre. Et de là, il en sortira des responsables politiques qui seront en harmonie avec ces réalités-là. Mais ces responsables politiques seront des représentants à qui on donnera moins de pouvoir et qui devront solliciter par référendum ou autre systématiquement le peuple de manière générale. Moi, je suis un anticapitaliste viscéral et je suis quelqu'un qui pense véritablement que nous ne devons pas nous développer par rapport à une autre acception. Nous devons nous retrouver nous-mêmes. Je suis un loudjamiste. L'oudjama dont parlait Julius Nyerere, c'est le solidarisme africain. C'est la seule chose qui me préoccupe. C'est la seule chose qui m'intéresse. Au moment où je vous parle, par rapport à mes activités, que ce soit via les médias, que ce soit via mes livres, et par rapport à des tas de choses, et par rapport à des tas de soutiens, l'argent que j'investis par le biais de cette ONG, quand des footballeurs viennent me disent, ils ne me disent pas je veux soutenir l'agence panafricaniste, ils disent je crois en toi Kémy, je veux te soutenir pour que tu puisses mener tes activités. Je pourrais faire des tas de choses et arrêter la politique. Je vous le dis très clairement. Tout ce que je fais là, je le fais parce que je risque le peu que j'ai pour que notre population puisse se reconstruire. Et Urgence panafricaniste est la réponse à cela. Justement, finalement, ça fait des décennies qu'on parle de cela, mais on a comme finalement qu'il y a trop de discours, mais les actes ne suivent pas forcément. On a l'impression qu'on fait du surplace finalement. Est-ce que vous avez l'impression que la dynamique est bien lancée et que les choses évoluent dans ce sens? J'espère qu'on aura l'occasion de voyager un jour, parce que vous parlez d'il y a des années, même les observateurs, même nos ennemis politiques disent que ce n'est que depuis peu de temps qu'il y a une résurgence de la problématique de la souveraineté et du patriotisme en Afrique. Quand Sankara est mort, il y avait eu quelques révolutions sociales, ou quand, après l'assassinat de M. Zongo, il y avait eu en effet un certain nombre de révolutions sociales qui étaient effectuées, mais ça n'a jamais été de l'ampleur des mobilisations transnationales dans toute l'Afrique francophone qui se sont déroulées ces dernières années. Il y a des rapports de l'Assemblée nationale et des autorités françaises qui disent qu'elles sont très préoccupées par les mobilisations qui ont lieu à l'heure actuelle sur la question de la souveraineté. Et qui est-ce qui initie ça? C'est notre ONG, c'est une réalité. Moi, je vais partout en Afrique. Quand je suis arrivé il y a 10 ans, même si depuis tout petit, je venais toujours, je faisais des allers-retours comme tous les afro-descendants, comme Kylian Mbappé lui aussi, mais la réalité est que quand je me suis installé, le degré de sensibilisation que je voyais était d'une certaine façon déjà présent. Mais quand les choses se sont actionnées, quand nous nous sommes réunis avec différentes forces de société civile, je constate une chose, les autorités françaises sont très inquiètes depuis 2 ans environ, et je reprends les propos de quelqu'un que je n'aime pas beaucoup, mais son propos était très intéressant, Dominique Strauss-Kahn, qui dit que lorsque nous voyons l'ampleur des mobilisations et de la contestation de la présence française en Afrique, et notamment du franc CFA, il serait temps que les autorités françaises trouvent une réponse adaptée pour essayer de faire taire ces mobilisations qui pourraient devenir très déstabilisatrices dans les temps à venir. Eh bien, je m'associe à cette réalité-là. Sauf que je leur dirai une chose, quelles que soient les réponses qu'ils trouveront, nous ne nous laisserons plus berner, parce que la nouvelle génération n'est plus dans le sentimentalisme, mais dans l'efficacité. Et sur le franc CFA, vous avez l'impression que les choses bougent positivement aujourd'hui? Les choses ont changé. Ça ne veut pas dire que je crois, par exemple, à ce projet de monnaie unique, mais la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest s'est sentie profondément menacée par les mobilisations qui ont été les nôtres. C'est de notoriété publique. Quand Kakono Bouko rappelle de manière fort utile que le déchaînement répressif de la BCEAO vis-à-vis de ma propre personne, et l'illustration qu'on a frappé là où ça faisait mal. Jamais la BCEAO ne s'est sentie en danger comme ça depuis l'instauration du franc CFA, ou plutôt depuis sa création. C'est une réalité politique et sociale. Quand ils viennent déterrer un projet qui date des années 80 en disant nous allons maintenant créer une monnaie unique, ça ne date pas de nos mobilisations, mais ça avait été laissé en jachère depuis très longtemps. Mais nos mobilisations les ont poussés à trouver des alternatives. Dire cela ne signifie pas que ce qu'ils ont trouvé est une solution pour nous. Nous sommes, comme saint Thomas, nous croyons ce que nous voyons. D'accord ? Et donc nous jugerons sur les faits puisqu'il y a une véritable opacité entre le projet énoncé et la réalité de ce qu'ils sont en train de traficoter derrière. Mais je dis et je répète avec le plus grand calme et la plus grande sérénité, nos actions, nos mobilisations dérangent au plus haut lieu, et c'est pour ça aujourd'hui que je suis interdit de rentrer dans certains pays. C'est aujourd'hui pour ça que certains de mes militants connaissent une répression violente. C'est pour ça qu'on m'a incarcéré. C'est pour ça qu'on m'a déporté d'un pays à un autre, comme certains négriers au Sénégal le faisaient en emmenant une partie de notre peuple dans les Antilles, du Sénégal, de Gorée jusqu'aux Antilles. Eh bien, j'ai senti cette réalité-là parce que nous dérangeons aujourd'hui un système esclavagiste moderne. Et ça, c'est une réalité. On n'est pas dans un passéisme. C'est plus que jamais quelque chose de présent. Une approche qui se veut audacieuse, volontariste. Mais est-ce que vous êtes conscient que il faudra... C'est une approche beaucoup plus graduelle? Mais c'est une approche graduelle et c'est pour ça que nous franchissons les étapes au fur et à mesure. Je vais vous faire une confidence, mon frère. Parce que, comme je vous l'ai dit, je vous apprécie. J'ai commencé
à planifier avec les cadres d'urgence panafricaniste ce que nous faisons depuis ces 2-3 dernières années. Ça fait plus de 12 ans que nous avons planifié ça. Lorsque je rentre dans les masses médias en Afrique, bon, on peut citer les chaînes concurrentes si ça ne vous dérange pas, que ce soit Vox Africa, que ce soit la 2S TV, que ce soit Convergence FM, bon, ça c'est encore une radio un peu plus locale, mais disons la 2S TV, Vox Africa ou Afrique Média. Mon objectif est-il de rentrer dans le show business télévisuel? Absolument pas. Mais c'est de préparer, en infiltrant ces médias, les masses, en les sensibilisant sur les questions systématiques géopolitiques. Et donc, quand chaque semaine, on me voit parler de problèmes politiques et que je prépare le peuple à certaines thématiques, je sais que dès lors que je quitte l'univers télévisuel pour aller sur le terrain politique, quand je lance des mots d'ordre, ça, plus une bonne maîtrise des réseaux sociaux, les deux coordonnées, les deux combinés donnent une possibilité, c'est de l'ingénierie sociale quelque part, d'orienter la population vers un objectif commun. Et bien c'est ce que nous avons fait, déposer une idée dans le cœur et dans l'esprit des gens pour que justement les choses se fassent. Donc c'était une première étape. La deuxième étape des mobilisations souverainistes anti-CFA, mais le CFA dont nous parlons, c'est l'acronyme de colonialisme français en Afrique, eh bien on a vu le résultat, ça a poussé les autorités françaises, les autorités africaines à se prononcer sur ces questions et à trouver d'une certaine façon, en ce qui concerne certains responsables africains, des solutions. Et là, ces tribunaux populaires civils, ça va toujours dans le sens de ce que disait Mao, la sensibilisation des masses pour arriver à une résistance de masse. On ne peut pas mener un combat sans avoir sensibilisé la masse. C'est ce qui a fait que certains de nos leaders ont été assassinés. C'est parce qu'ils étaient des futuristes, ils étaient trop en avance. Mais il y avait un décalage entre leur génie politique et la compréhension des masses qui se sont retournées contre ces derniers. Eh bien, nous ne voulons plus aller dans ce sens et c'est pour ça que nous les sensibilisons maintenant. Est-ce qu'il ne faut pas déjà commencer par tourner le dos à cette démocratie qui est en réalité une valeur culturelle qui est imposée à l'Afrique? Je vais être très clair. Tout à l'heure, je vous ai parlé du fait que j'étais un nudjamiste et je parle donc du solidarisme africain ou un allodéiste parce que ça revient à la même définition dans son acception, cette fois-ci béninoise, en fond chez nous. Le problème n'est pas le contenu de la démocratie. Quand le contenu de la démocratie, c'est la participation à la vie de la cité, le droit au peuple de pouvoir décider de sa propre destinée, tout le monde veut ça. C'est aussi exprimé dans le terme de souveraineté qui vient étymologiquement parlant d'un terme lointain qui s'appelle superus, qui signifie la supériorité, le droit supérieur de pouvoir décider de sa propre destinée quelque part. C'est ça la souveraineté. Mais dans la démarche et dans la dimension analytique et politique qui est la nôtre, aujourd'hui nous savons que la démocratie c'est comme le McDonald's, c'est une marque. C'est une marque qui appartient à ceux qui l'ont conceptualisé. Et donc, les Occidentaux se sont fait les propriétaires de cette marque. Et qui vous disent comment ça fonctionne. Et qui vous disent comment ça fonctionne. Je donne un exemple bête, simple. Mais quand Laurent Gbagbo, qui s'est toujours représenté comme socialiste, qui a toujours cru au socialisme, quand il a commencé à déranger les intérêts, même si il peut avoir des nuances par rapport à Laurent Gbagbo, qu'on soit clair, mais il n'a pas à être à la CPI. Et ça, c'est une injustice politique réelle, que ça plaise ou que ça déplaise. Alors que d'autres personnes, qui sont des véritables meurtriers, que je ne citerai pas, sont à l'heure actuelle à la tête du pays, en Côte d'Ivoire. Je le dis comme je le pense. Très clairement, quand Gbagbo s'est revendiqué du socialisme et qui dérangeait certains intérêts, on l'a exclu de l'international socialiste. Parce qu'on a dit tu ne réponds pas aux critères de la démocratie dans notre propre vision. Ça ne fait pas de Gbagbo un ange, qu'on soit très clair. Mais je dis et je répète que quand vous voulez trop croire un système, mais que ce système ne croit pas en vous, vous êtes terminé. C'est pareil. Et c'est pour ça qu'il faut se renraciner sur son propre paradigme pour pouvoir exister. Et ça, jeunes hommes et femmes que nous sommes, c'est notre responsabilité. C'est dans cette démarche que nous nous situons. On a parlé de la Chine qui a son modèle, on a parlé du cas Kadhafi, traité de dictateur, parce qu'on a voulu imposer la démocratie. Finalement, qu'est-ce qu'on a créé en Libye aujourd'hui? Le chaos. Et c'est pour ça que je le dis, il faut cette multipolarité, c'est la nécessaire, c'est l'impérieuse nécessité dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous avons le devoir d'instaurer ce schéma multicivilisationnel qui permet à chaque peuple de pouvoir s'organiser en fonction de ses réalités. Le problème n'est pas de durer longtemps au pouvoir. La question, c'est qu'est-ce que vous faites durant votre temps au pouvoir. Thomas Sankara... Kagame, par exemple. Moi, j'ai des nuances. Je ne suis pas là pour me prononcer parce que Kagame, j'ai déjà beaucoup parlé sur cette réalité. On va être très clair. Paul Kagame, lui, il a créé sa nation partait du chaos et aujourd'hui une nation référente économiquement parlant. Mais moi, je le dis, je le répète, j'ai un problème par rapport à ce qui se passe au Kivu. Et le jour où je rencontre Kagame, je lui parlerai de cette réalité-là. Ce qui se passe au Kivu me pose un grand problème. Et donc, je ne peux pas, ce n'est pas ma référence absolue, mais je reconnais, même si je suis critique sur un certain nombre de choses, que le Rwanda aujourd'hui est une puissance en Afrique qui émerge réellement. Mais le Kivu, c'est une tache de sang dont nous devons parler, dont l'Union africaine et dont les peuples africains doivent parler parce qu'on ne peut pas accepter qu'une partie de notre peuple soit assassinée pour du coltan. C'est quelque chose qui est du domaine de l'impossible en ce qui me concerne. Je continue en disant que ces schémas civilisationnels, ces schémas de société, quand à la déclaration d'Arusha, M. Nyerere
et dans une démarche de vouloir parler du socialisme africain en tant que tel. Alors le terme socialisme africain dans cette définition déjà est impropre parce qu'on reprend un concept qui n'est pas le nôtre, mais moi je comprends ce qu'il veut dire par là. Et l'Oudjama, c'était cette réalité-là. Prôner un solidarisme africain et dire que nous n'avons pas besoin des réalités occidentales pour faire ce que nous avons à faire. Eh bien, nous sommes dans cette démarche-là. C'est ce que nous faisons à échelle micro dans différents pays. C'est ce que l'Urgence panafricaniste essaye de faire. Et nous proposons des schémas de société alternatifs qui, je pense, sont en train petit à petit de porter leurs fruits. Alors, prenons le cas du Cameroun. Attitude gênante, non, de ceux qui défendent le panafricanisme face au cas Paul Biya, par exemple. 85 ans, 36 ans de pouvoir, réélu pour 7 ans. Qu'en dites-vous? Je me suis déjà beaucoup exprimé sur cette question. J'ai même eu des menaces de mort qui m'ont bien fait rire, d'ailleurs, de membres de son parti politique. Je constate une chose. Vous avez parlé de 36 ans, c'est l'âge que j'ai. Donc je suis bien placé pour parler du fait que c'est la durée. Moi, je suis déjà père de famille. Donc c'est 36 ans, j'aurai bientôt 37 en décembre, c'est beaucoup. Mon problème n'est pas, je vais surprendre des gens, que Paul Biya ait duré 36 ans au pouvoir. Mon problème est que Paul Biya, durant sa direction du pouvoir, sa gestion du pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait pour le Cameroun? Est-ce que vous pensez que le Cameroun, économiquement, politiquement parlant, est inférieur au Nigeria? Le Cameroun aurait pu être aussi puissant que le Nigeria, si ce n'est plus. Mais le Cameroun, et c'est un lapsus, est dans un chaos social, est dans un chaos sociétal. Il y a une petite oligarchie qui s'enrichit plus que jamais, c'est le cas de le dire. Et puis il y a le Lumpen prolétariat qui est des plus immenses au Cameroun. Il y a un degré de paupérisation, de délitement, de désespérance réelle dans ce pays. Ça ne signifie pas que ceux qui étaient ses opposants étaient nettement supérieurs à lui. Je ne suis pas en train de parler de ça, d'accord? Il y avait des alternatives qui, à mon sens, me paraissaient crédibles. Mais moi, je ne suis pas camerounais. Donc il faut laisser le choix aux Camerounais de décider de leur propre destinée. Mais que Paul Biya dirige depuis si longtemps n'est pas mon problème. Mon problème, c'est qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire en tant que chef d'État à la tête de ce pays. Thomas Sankara aurait dirigé pendant 20 ans ou 30 ans le Burkina, ne m'aurait pas gêné. Moi, je le dis. Kadhafi a dirigé pendant très longtemps la Libye, ça ne m'a pas gêné. Fidel Castro a dirigé pendant longtemps le pays, ça ne m'a pas gêné. Tant que vous vous battez pour que votre pays et votre peuple puissent accéder à un certain nombre de choses, ça ne me gêne pas. Vous n'êtes pas pour ce jeu d'alternance 4 ans, 5 ans? Mais les alternances sont des hypocrisies. Après, des fois, c'est nécessaire. Quand un régime est dirigé par quelqu'un qui est mauvais, il faut changer. Donc je ne suis pas systématiquement contre l'alternance. Il ne faut pas non plus qu'on caricature la chose. Je suis au cas par cas. Mais je dis que la question de la longévité au pouvoir n'est pas le problème central en Afrique. D'accord? Le problème central en Afrique, c'est qu'est-ce que le chef fait quand il est au pouvoir, ou les représentants du peuple font quand ils sont au pouvoir. Et c'est dans cette dimension que nous travaillons, de telle sorte que des graines que nous plantons, nous puissions voir émerger des représentants directs du peuple, qui ne seront pas des gens qui piloteront les choses de manière aveugle, mais qui les piloteront en harmonie avec ce peuple. Et si ces gens-là doivent diriger longtemps le peuple, pourquoi moi ça va me gêner? Ce n'est pas ça mon problème. Poutine dirige la Russie depuis très longtemps, mais j'ai été en Russie, le peuple aime Poutine. Il y a évidemment des gens cooptés par l'Occident qui le combattent, mais énormément de gens aiment Poutine. Il faut se poser la question de savoir pourquoi. Facile. Et on est en fin d'émission. Vous allez me dire, c'est un principe dans cette émission. Je vous donne 3 noms. Vous allez me dire ce que vous pensez de ces personnalités-là en quelques secondes. Emmanuel Macron. Je n'ai pas de respect ni d'appréciation pour cette personne. Je pense que c'est en tout cas d'admiration pour cette personne. C'est un jouet de la finance internationale, c'est un jouet des Rothschild, c'est un jouet de l'oligarchie occidentale et qui essaye tant bien que mal de jouer le rôle qu'on lui a imposé. Je ne suis même pas sûr qu'il décide de quoi que ce soit. Il appelle et puis le CAC 40 lui dit quoi faire. Macky Sall, président du Sénégal. Je ne veux pas rendre la position du président du Faso inconfortable, qui a eu le courage de me recevoir. Il a eu beaucoup de pression après cela, d'accord? Et je sais les relations de courtoisie qu'il a avec ses dirigeants. Mais je dirais qu'il y a certains chefs d'État qui sont des maquillages sales de l'impérialisme français aujourd'hui sur le continent africain, et que le Sénégal, le pays de Cheikh Ahmadou Bamba, le pays de Cheikh Anta Diop, j'ai eu les larmes aux yeux lorsque j'ai vu que ce chef d'État a répondu favorablement aux pressions de l'oligarchie française à son encontre. Le Sénégal, je pense, mérite mieux que cela. Et dire cela ne signifie pas que j'injurie Macky Sall. Je n'ai pas de problème avec l'individu, mais j'ai un problème avec sa fonction politique. Peut-être que je le rencontre, enfin je ne pourrais pas le faire, parce que ce qu'il a fait, ça a été trop loin, politiquement parlant. Mais Macky Sall avait un rôle politique de porter un pays aussi important que le Sénégal en Afrique de l'Ouest. Mais il a plongé le Sénégal dans la France-Afrique de la manière la plus putréfiée. Et dire cela, ce n'est pas injurier, c'est dire la vérité. Quand je parle du fait que c'est quelqu'un qui salement maquille l'impérialisme français, c'est parce qu'aujourd'hui, quand on voit les APE,
les accords de partenariat économique qui sont des accords de prédation et instaurés de manière viscérale. Dire cela, ce n'est pas insulter qui que ce soit, c'est dire la vérité. Donc il y a un problème fondamental avec ce dernier et j'espère que tôt ou tard, il quittera le pouvoir. Pour terminer, Roch Marc Christian Kaboré, président de Faso. J'ai eu des nuances, j'ai des nuances bien évidemment avec le président Kaboré, mais je respecte le courage qu'il a eu, non seulement de nous recevoir, mais de dire que le combat politique que nous menions pour la souveraineté était quelque chose de courageux. Je sais les pressions qu'il a eues en agissant de la sorte. Je sais à quel point la France essayait de le déstabiliser en payant des gens au sein de la société civile pour tenter de le renverser, a fortiori quand il se positionne dans une démarche telle que celle qui consiste à soutenir le combat panafricaniste contre la France-Afrique. D'accord ? Je sais les épreuves qu'il a. J'ai des nuances dans la gestion peut-être de la vie en société, mais je suis, moi, quelqu'un de reconnaissant. Quand quelqu'un prend son courage à deux mains et décide de se dresser contre l'impérialisme d'une façon ou d'une autre, essaie de varier ses alliances pour ne plus être dépendant simplement de l'impérialisme français, j'observe et je remarque qu'il est dans une démarche courageuse. Ce n'est pas facile pour lui, mais j'ai envie de dire que, comme disait Sankara, ce qui sauvera le peuple, ce n'est pas un homme providentiel, c'est le pays, l'effort populaire d'investissement. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. C'est un honneur et un plaisir de vous parler. Je vous le dis, je suis votre chaîne dans tous les pays où je vais. Elle fait partie des chaînes, vous faites partie des chaînes que je regarde. Et j'encourage vraiment le plus possible les investisseurs et les chefs d'entreprise africains, d'accord, à créer des chaînes telles que celle-ci qui sont accessibles au peuple et qui permettent au peuple de saisir les enjeux géopolitiques du présent. Merci encore. Merci infiniment. Mesdames, Messieurs, je recevais pour vous Kémy Séba, président de l'ONG Urgence Panafricanisme. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellent suite de programme en suivant notre chaîne. Un bonsoir particulier à tous ceux qui nous suivent du côté de Libreville, au Gabon. Bonsoir.